Bon. Excellences, mesdames et messieurs, merci d'être venus à ce point de presse convié par le Conseil des notables et dignitaires de la Nation, autrement appelé Collectif des anciens cadres notables et dignitaires de la République, ce jour. Ce point de presse sera lu par le porte-parole, qui n'est autre que l'ancien ministre, M. Paul Malick. Aussi, je demanderai à toute personne de mettre vos téléphones, s'il vous plaît, en mode silence. Si tout est prêt, c'est bon. On va aller à 3. 1, 2, 3. Mesdames, Messieurs, chers amis, en principe, il y a une maxime qui veut que l'abondance des biens ne nuit pas. Mais là, l'abondance des caméras me nuit parce que je ne vois pas mes interlocuteurs. Mais qu'à cela ne tienne, vous faites votre devoir. Mesdames, Messieurs, chers amis, dans sa livraison du 14 novembre 2022, à la rubrique Association politique, le journal L'Aube, sous la signature de Constant Moussavou, pose la question directe suivante. Que devient le collectif des anciens, cadres, dignitaires et notables de la République? Nous pensons qu'à la veille des grands bouleversements politiques qui pointent à l'horizon, marqués notamment par les élections générales annoncées pour le mois d'août et septembre 2023, cette question apparaît des plus opportunes et des plus pertinentes. Elle mérite également une réponse tout aussi directe. Eh bien, comme le phénix qui renaît de ses cendres, le collectif des anciens cadres, notables et dignitaires de la République s'est transmuté en association. 3 mois après le 13 août 2020, date du dépôt de sa déclaration en association, de ses statuts en bonne et due forme auprès du ministère de l'Intérieur, autorité compétente en charge du régime des associations, conformément aux dispositions des articles 1er, 8, 9 de la loi numéro 35-62 du 10 décembre 1962 et des autres textes subséquents. En effet, au terme de la loi,
faute d'avoir reçu un récépissé, ne fût-ce que provisoire, du ministère de l'Intérieur compétent, une association en constitution acquiert sa personnalité juridique définitive 3 mois après le dépôt de ce statut au ministère de tutelle. Du reste, le Conseil des notables et dignitaires de la nation ne désespère pas de recevoir incessamment sa déclaration officielle d'utilité publique. De fait, pour acquérir plus d'autorité, une légitimité juridique à la hauteur de leur rang, de leurs anciennes fonctions et de leur dignité, les anciens, les cadres, les notables et les dignitaires de la République ont estimé nécessaire et urgent de se regrouper dans un cadre associatif plus solidement constitué, nommé Conseil des notables et dignitaires de la nation. Comme le Félix dis-je, le Conseil des notables et dignitaires de la nation est né des cendres de ses premiers et illustres membres disparus, ainsi que de la volonté de ses membres survivants d'entretenir la flamme de la conscience nationale. En mémoire de ses illustres prédécesseurs, aujourd'hui disparus, dont Maury Philippe, Libizangomo Joumas Jacques, et Songué Ernest, Ewore Stanislas, Nzé Ikekan Timothée, Ondo Bonjean, Chambrier Rahandi Marcel Éloi, Kassamapsi Émile, Eko Jean-Marc. J'ai l'honneur de vous inviter à observer une minute de silence. Merci. C'est pourquoi nous saluons avec une infinie gratitude votre présence à cette modeste cérémonie qui marque l'inauguration des activités du Conseil des notables et dignitaires de la nation. Par la présente rencontre, notre association, qui se veut apolitique et d'intérêt général, notre association dit lance un appel solennel aux notables des villages, des cantons, des départements, des provinces et aux autres cadres ayant rendu d'éminents services, reconnus ou non par la République. Cet appel s'adresse également à celles et à ceux qui sont conscients de leur mission et de leur responsabilité morale de citoyens à l'égard de la nation et qui désirent continuer à mettre leur bonne volonté, leur intelligence, leur expertise et leurs compétences au service bénévole
de la nation en remplissant les vides laissés par nos aînés tout en élargissant nos rangs. Mesdames, Messieurs, chers amis, devrions-nous rappeler que pour mériter de sa communauté, de la nation et de l'histoire, il n'y a pas de place que dans les assemblées ou dans les postes ministériels. Le soleil brille pour tous les citoyens, car il y a toujours une petite place dans la maison du Père, pour peu que règne la liberté, la justice, la paix et l'harmonie entre les filles et les fils d'une même nation. Sans entrer dans une énumération fastidieuse de nos différents objectifs que vous retrouverez dans le corps de nos statuts, les membres du Conseil des notables et dignitaires de la République se fixent comme objectif premier l'exercice de l'amitié et de la solidarité entre ses membres d'une part et avec les autres citoyens de la nation. Le soutien et le secours mutuel lors d'événements touchant l'un de ses membres. La réflexion sur tous les aspects et problèmes de la vie nationale. Enfin, le Conseil des notables et dignitaires de la nation se donne pour mission d'être la conscience et l'observatoire de la vie nationale en œuvrant à la sauvegarde de l'honneur, de la souveraineté nationale, de la bonne gouvernance de l'État et de la justice sociale pour contribuer notamment, au-delà de toute appartenance ethnique, provinciale, politique ou religieuse, à la consolidation d'un climat de concertation et d'harmonie entre toutes les couches sociales de la nation. À cet effet, le Conseil des notables et dignitaires de la nation peut apporter, grâce à la compétence et à l'expérience de ses membres, son savoir-faire, ses avis éclairés et désintéressés dans les domaines politiques, économiques, social, culturel et environnemental. Mesdames, chers amis, messieurs, chers amis, avant de vous donner congé et de vous remercier de les avoir honorés de votre présence, les membres du Conseil des notables et dignitaires de la nation souhaitent vous faire part de leurs sentiments quant aux prochaines échéances électorales. En effet, entre notre dernière sortie portant sur la dépénalisation de l'homosexualité en République gabonaise et les événements qui s'annoncent, beaucoup d'eau aura coulé sous les ponts du Como, de l'Abokwe, de l'Ogoué et de tous les cours d'eau majeurs du Gabon. Ces événements auraient pu constituer des opportunités pour nous permettre de nous manifester sous notre nouveau timbre de Conseil des notables et des dignitaires de la nation. Nous nous en sommes dispensés. C'est pourquoi
Nous nous contentons aujourd'hui, sans viser à l'exhaustivité, d'en rappeler les principaux. Tout d'abord, il faut signaler la dernière concertation politique qui a donné naissance aux différentes modifications constitutionnelles qui vont régir la vie de la nation pour les années à venir. Même si, au plan général, on est en droit de s'interroger sur leur pertinence et leur philosophie finale. Deuxièmement, n'y a-t-il pas lieu de rappeler l'absence prolongée du chef de l'État, 5 ans durant, laquelle absence a abouti à la vacance évidente et manifeste de la présidence de la République. Vacance, cependant, récusée scandaleusement par les institutions habilitées à la déclarer, notamment la Cour constitutionnelle, laquelle, se substituant au pouvoir législatif, a introduit subrepticement dans l'article 13 de la Constitution un principe inédit et non fondé d'irresponsabilité temporaire. Quelle indisponibilité temporaire qui dure 5 ans sur 7 ans de mandat. Cette incertitude du pouvoir a été féconde en événements qui auraient pu, en d'autres cieux, ébranler les fondements mêmes de la République. Ainsi, par exemple, le 7 janvier 2019, au petit matin, une tentative de coup d'État perpétrée par des éléments isolés de la garde républicaine a troublé la quiétude des habitants de Libreville. En effet, cette petite faction dissidente de la garde républicaine a pris d'assaut le siège de la radio-télévision nationale, soit de sa propre initiative, soit sous l'impulsion d'une force secrète non encore identifiée à ce jour. Ce mutin déclare à l'antenne vouloir établir un conseil national de la restauration en demandant à la population de rejoindre leur mouvement. Loin d'être un vulgaire fait divers, cet événement est révélateur de la vulnérabilité institutionnelle et sécuritaire découlant de l'absence prolongée du président de la République pendant cette période. En outre, au mois de septembre de l'année 2020, la justice gabonaise lance l'opération Scorpion. Cette opération de grande envergure, dite anticorruption, a conduit à l'arrestation d'hommes politiques et responsables publics de premier plan. Ceux-ci sont poursuivis pour moult chefs d'accusation. Du détournement des deniers publics à la corruption aggravée. Le premier collaborateur du chef de l'État, son directeur de cabinet, sera arrêté lors de cette opération, jetant ainsi des suspicions troublantes sur la nécessaire rigueur
et la transparence requise dans la conduite des affaires publiques au plus haut sommet de l'État. De même, la pandémie mondiale de la COVID-19, sa gestion calamiteuse et approximative, ont fourni un prétexte rêvé au pouvoir public de restreindre les droits individuels et les libertés les plus élémentaires des citoyens. À ce jour, au contraire des autres États à travers le monde, aucun bilan n'est établi quant à la gestion des fortes sommes d'argent allouées par la nation et la communauté internationale pour juguler la dite pandémie. À titre d'illustration, quant aux restrictions des droits et des libertés élémentaires, il faut signaler l'arrestation arbitraire de plusieurs leaders syndicaux, dont le plus représentatif d'entre eux, Jean-Rémy Yama, en sa qualité de président de la plus grande plateforme syndicale de défense des intérêts des travailleurs. Autre exemple de mégestion des missions régaliennes, c'est le naufrage au large de Libreville, le 9 mars 2023, du bateau Esther Miracle. Ce dernier événement, qui a donné lieu à un deuil national, est la démonstration par l'absurde de la faillite de l'État, notamment dans le domaine de la réglementation, dans celui des infrastructures et des équipements de transport public. Enfin, nous voudrions saluer le courage de tous les acteurs politiques de notre pays, quel qu'en soit le bord, et les féliciter d'avoir pris conscience de l'urgence et de la nécessité à réaliser au sein de leurs différents regroupements ou formations politiques une synergie tendant à éviter tout acte ou comportement nuisible amenant les citoyens au découragement et à l'abstention. Ce code de bonne conduite durant le processus électoral permettrait de rétablir le respect des uns et des autres dans le cadre de la légalité constitutionnelle aux fins d'aboutir à des résultats garantissant enfin la concorde entre les citoyens de notre si beau pays, en nous éloignant du spectre qui a toujours marqué la fin du processus électoral depuis l'instauration du multipartisme dans notre pays. En dépit de la bonne volonté de tous les acteurs politiques, partis et regroupements politiques, société civile, autorités morales et religieuses, force est de constater que les citoyens gabonais demeurent sur leur faim, surtout à la suite du dernier arrêt rendu par la Cour constitutionnelle au sujet du bulletin unique que eux-mêmes baptisent du reste inique. Les Gabonais ne sont pas convaincus de l'élection qui a l'apparence grossière d'un cache-sexe dans les formes et les conditions qui la caractérisent depuis 1990. Nous pensons que l'élection n'apportera pas la solution à toute la problématique nationale, à savoir la paix sociale,
le bien-être, le développement économique, social, culturel et environnemental. Chers amis, cette problématique qui est au centre des préoccupations quotidiennes de la communauté nationale amène les membres du Conseil des notables et d'unité de la nation à s'interroger sur l'opportunité d'explorer d'autres voies, parmi lesquelles notamment une période de transition qui permettrait de tout remettre à plat, bas la terre, tabula rasa, au fin d'une refondation réellement consensuelle et démocratique de l'État. Telle est la question. That is the question. Commonwealth oblige. Merci infiniment. Bien. On peut chanter l'hymne national pour terminer notre rencontre amicale. Mais maintenant qu'il y a la bonne corde, les bonnes cordes de voix là. Oui, Président. Merci, mon frère. Je reconnais mon aîné à son éloquence et à ses visions pertinentes de la réalité du Gabon. Permettez-moi que je fasse quelques réflexions. D'abord par rapport à votre fascicule qui est magnifique, mais il manque les photos des intéressés. Il faudrait que dans 20 ans, un enfant qui se pose des questions ait vu le visage de Pierre Claver Akendengue, Bernard Joe. Si c'est un simple nom, sans photo, ça n'aurait pas beaucoup de signification pour lui. Et il serait bon également que dans cette présentation, que chaque individu sorte un petit texte sur lui-même pour permettre à ceux qui vont préparer des thèses dans 20, 30, 40 ans d'avoir des documents. C'est très important. D'autre part, vous avez pris une bonne initiative de nous regrouper aujourd'hui. Il ne faudrait pas que vous vous considériez comme des vieux, comme un rencard. Vous n'êtes pas des vieux. Paul Malékou n'est pas un vieux pour moi. Bernard Joe n'est pas un vieux pour moi. C'est des gens que j'ai vus jeunes au collège Bessieux. Il faudrait que ces gens-là soient toujours dans la mouvance de ceux qui réfléchissent. D'où l'importance que vous devriez donner à la possibilité d'avoir des conférences des uns et des autres. Vous avez signalé tout à l'heure le problème de l'homosexualité. Mais l'homosexualité, 4000 ans avant Jésus-Christ, était condamnée en Afrique. Il suffit de lire les classiques égyptiens. Ce n'est pas quelque chose
de nouveau pour nous. Alors ceux qui ont parlé de l'homosexualité, c'est l'ignorance de l'histoire. On n'a pas besoin de chercher des arguments. C'était déjà interdit. C'est dans les confessions négatives de la MAT. Donc il faudrait que vous poussiez, puisque vous avez la bouche comme on dit, que vous poussiez les Gabonais à faire en sorte que de temps en temps, il y ait des conférences comme cela. Ce n'est pas des conférences des vieux, mais des conférences des Gabonais notables qui réfléchissent. Nous avons parmi nous M. Revang qui est là. Je ne sais pas si vous avez lu, c'est sorti dans les réseaux sociaux, mais c'est un intello. On ne peut pas savoir que c'était quelqu'un qui a un certain âge. Nous n'avons pas besoin de perdre les intelligents de ceux qui réfléchissent encore. Il faut que nous puissions rassembler toutes ces idées-là et les mettre sur un visage. C'est très important. Voilà, Paul, excuse-moi ce que je voulais ajouter. Mais je rappelle que Paul Maléco, au collège monsieur, c'est lui qui corrigeait mes lettres. Quand on écrivait des lettres, on avait des correcteurs à cette époque-là. Je lui présentais mes lettres à moi que j'écrivais à mes parents ou au supérieur de ma mission. Et il corrigeait. Et je suis content de le revoir toujours. Et je n'ai pas de complexe vis-à-vis de lui. Lui n'a pas de complexe vis-à-vis de moi. Il faut que nous utilisions toutes les intelligences que nous avons encore. Aucune ne doit être enterrée. Nous avons ici Pauline Yingon. C'est une femme qui a passé par des moments. Il faudrait que ça soit écrit quelque part. Qu'on sache que Pauline Yingon s'est trouvée face à tel ou tel problème. Il faut que nous écrivions notre histoire. Ce n'est pas d'autres qui vont le faire. Voilà, merci Paul, encore une fois, pour ton éclairage. Bien, merci Paul. Merci Paul. Je m'excuse auprès de mes collègues de leur prendre leur navire la priorité à la réponse à ta question. Je pense que tout ce que tu as dit va contribuer à améliorer la présentation de notre prochaine plaquette sur le Conseil des notables et militaires de la nation. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour les paroles un peu trop agréables pour moi que tu as eues à mon endroit. Tu n'as aucun mérite parce qu'on est trop proches l'un de l'autre. Nous sommes des complices. Donc tes sentiments d'admiration pour moi, vraiment, c'est trop intéressé. Ça te pousse trop. Si c'était venu d'un jeune, là, je dis tiens. Donc, mon nom existe encore, donc on le connaît encore. Mais comme ça vient de toi, vraiment aucun mérite, parce que là, tu as balayé dans notre propre maison. Merci infiniment. Chers collègues, si vous avez quelque chose à ajouter à la réponse du président Paul Bessol. J'aurais dû d'ailleurs commencer par ça. C'était vous présenter, comme le faisait remarquer le président Paul Bessol, vous présenter ce que nous sommes devenus après la disparition des 5 premiers membres dont j'ai cité les noms tout de suite. On va commencer par la gauche. Le sens contraire des aiguilles d'une montre. Monsieur Odongui Bonnard Marcel, ambassadeur du Gabon en Russie, au Brésil, en Belgique,
au Sénégal et en Afrique du Sud. et Afrique du Sud. En tout cas, c'est un vieux routier de la diplomatie gabonaise. Il suffit de regarder seulement sa barbe. Janvier Ntoutoum. Janvier Ntoutoum. Quelle province? Bonnard, il est né dans les lacs du Moyen-Ogoué. Comme beaucoup d'entre vous qui te voient là. Bien, Janvier Ntoutoum, il est né dans le Moyen-Ogoué. J'allais presque dire à Sindara. C'est un ressortissant de la basse Ngounié. Quand on descend de Sindara pour aller à la Baronée, elle a fait du C2 pour aller faire le C2 à Saint-François-Xavier. Voilà. Il est à la fois Moutsogo, Akele, Fan et Chira. C'est vraiment le Gabonais typique. Au plan professionnel, c'est un banquier de formation. Après avoir fait Dauphine, Biyao. Après, la caisse l'a débauché de la BIAO pour en faire son conseiller financier. C'est parmi les spécialistes en matière de sécurité sociale au plan africain. Et c'est un produit exportable. Nous l'avons exporté au Rwanda, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, pour monter les caisses. Bon, en titre anecdotique, les Ivoiriens qui sont venus chez nous un mois apprendre comment gérer une caisse de sécurité sociale, ils ont aujourd'hui 3 000 milliards d'excédents dans leur compte qu'ils mettent sur le marché international. Si ça vous intéresse, si vous êtes client de la BICIG, ben, vous êtes aussi client de la Caisse de sécurité sociale de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est un des actionnaires qui a repris la BICIG. Voilà. Bon, notre doyen, monsieur Michel Simaos, c'est le premier ingénieur agronome gabonais, non nommé par décret, parce qu'il a fait maths P concours pour entrer à l'Institut national agronomique, rue d'Ulm, même rue que l'école normale supérieure, et sous le régime français à l'époque. Il est là, un des rares qui a refusé d'être nommé ministre. Il a été nommé, mais il a refusé. On l'a employé au plan Agro-Gabon, EVGAB, et il est là. Il a été parlementaire, vice-président de l'Assemblée, la législature de 90. Henri Jobé, que beaucoup d'anciens de Bessieux connaissaient sous un autre nom, c'est parmi les derniers des Mohicans, des fondateurs de la diplomatie gabonaise. C'est les premiers qui sont allés à Paris comme conseillers, qui sont allés ouvrir la première mission du Gabon aux Nations Unies. D'ailleurs, vous vous souvenez, Jean Niaré ne me contredira pas, quand le président Léomba rentre en septembre 1960, où il est allé
faire l'admission du Gabon aux Nations Unies. Georges Rawiri, premier directeur de Radio Gabon, l'appelle, monsieur le président, vous venez des Nations Unies et le Gabon a été admis comme État membre des Nations Unies. Mais vous savez, les gens ne croient pas. Parce qu'on croit que vous êtes toujours sous la domination de la France. Et Léomba de répondre, c'est lui qui a dit ça. Excusez-moi, mesdames. Bande de cons de sa mère. Coupez. Voilà. Jean Niaré, c'est un vieux fonctionnaire gabonais. Comme aurait pu le décliner Eugène Revangué. J'allais dire son titre de gloire, c'est d'avoir été le premier beau fils du premier président de la République gabonaise. J'aurais voulu que je raconte l'histoire de sa présentation sur le président Léomba. Mais nous, comme nous l'avons appris, Jean Niaré, on vient d'adopter la loi, hein, au Gabon, il n'y a plus de dot, il n'y a plus rien. Et Jean Niaré, il prend la loi à la lettre. Il arrive là-bas, il était encore beau, jeune et tout. Léomba lui dit, agent, où est la dot? Oh, monsieur le président. Mais la dot est supprimée depuis longtemps. Dis quoi? Tu es venu épouser la fille du président de la République, bien la fille de Léomba. La dot. Il est là. Monsieur le porte-parole, on n'a pas applaudi M. Jobé. Je voudrais qu'on en profite pour le faire. Bien. Bernard Diouf Boma, c'est une légende. C'était comme lui. C'est un mathématicien pur. Il a été nommé ministre. Il a refusé aussi. Des exemples comme ça, ça ne court pas la rue. Ça ne court pas la rue. Quand il était au tableau noir, alors je vous faites une démonstration. Alors, il fumait, à l'époque on fumait encore, on était très... Il fait des patients tout de suite. Pendant ce temps-là, la cigarette est en train de brûler. Il était tellement pris par son opération que quand la cigarette a fini de brûler, ça le brûle. Bon, il a une carrière universitaire, bien sûr, en France comme ici, de chef d'établissement, mais il est retraité. Et comme pour tous les non-conformistes, tous les non-suivistes, eh bien, nous végétons et nous nous consolons de nous retrouver entre nous et nous redistribuer ce qui nous reste comme jeunesse. Voilà. Un petit complément. Bessol a dit tout à l'heure, en commençant par là-bas, quelle province? Je voudrais donner ma province. Oui. Ah oui. Bon, on dit que je suis du Haut-Ogooué. Je dis on dit. J'ai toujours dit à mes amis, ceux qui disent je suis de Mwanda. Mwanda, c'est une localité que pour des raisons de conservation culturelle, j'avais sollicité le rattachement au Goué-Lolo. Ça a été refusé. Voilà un peu le résumé, ce qui concerne la province. Voilà. Oui, alors, Jean Niaré Gogé Njolé.
Henri Jobé, comme son nom ne l'indique pas, Mpongwe de glace de Olamba. Et si ma aussi les demi-foules, je ne dis pas du volontaire, mais les demi-foules. Parce que demi-foule, c'est extraordinaire. Quand vous avez quelqu'un qui soit demi-foule, en général, c'est toujours l'exception, l'excellence. Surtout des beaux man. Ouais. Voilà. Merci mon père. Bien. Alors, s'il n'y a pas d'autres remarques, je souhaiterais vous inviter au verre de l'amitié. L'amitié que vous nous avez Monsieur le Président. offerte cet après-midi. Oui. Non, Monsieur le non, Président. c'est juste dans la présentation de Monsieur Isma Isma. Ossé, parce que j'ai eu l'occasion de le côtoyer et d'apprendre que parce qu'on a des problèmes d'ordre agricole au Gabon, etc. Et qu'il a été l'un, sinon le directeur de l'ONCA à l'époque. Et c'est important de le dire parce que l'ONCA était quand même un organisme qui a su gérer l'agriculture au Gabon et qui a été un exemple en la matière. Je tenais à le... Oui, oui. Merci beaucoup. Maintenant, qui vous présente vous-même? Mais il a commencé. Il faut terminer. Parce que Paul n'allait pas présenter les autres. Voilà. Non, Mais là, personne vous- ne l'a présenté. Voilà, votre homonyme. Il dit que je le valorise trop. Paul Malekou, il est originaire de Langouni, c'était un Échira. Je l'ai connu au séminaire en 1900, moi je venais d'entrer au séminaire en 1953. C'est un de nos aînés les plus brillants à cette époque-là. Et lorsque nous voulions un renseignement en latin ou bien en français, on s'adressait à Paul Malekou. Et permettez-moi de commettre une indiscrétion. Lorsque pour la première fois Léon Mba le rencontre à Paris, Léon Mba est tombé amoureux de lui. Au sens propre. Au sens fort. Et à cette époque-là, pour parler de pouvoir au Gabon, on ne parlait pas d'ethnie. Et Léon Mba pensait en faire son successeur. Mais malheureusement, le Gabon, après Léon Mba, a travaillé à nanifier toutes ces grandes valeurs. Paul Malekou a été nanifié. Je lui dis toujours, Paul, tu n'es pas à ta place. Il était à la Cour constitutionnelle. C'est par là qu'il devait apprendre à gérer le Gabon. Mais cela n'a pas été fait. Hélas. Voilà ce que je pouvais ajouter. De manière professionnelle, les postes qu'il a occupés. Bon, il était ministre, moi je n'ai pas trop suivi parce que quand il occupait des postes, moi j'étais déjà en France, il était économiste, juriste, il était ministre de l'Éducation nationale, ministre du Travail et l'économie. Donc, on ne savait pas qu'en faire parce qu'il savait tout faire. Voilà. voilà ce que j'avais ajouté. Il a joué au foot à l'époque. Il n'arrachait pas les ballons aux autres. Attends. Alors là, ça c'est la petite histoire. Donc quand il n'était pas d'accord avec l'arbitre, qui s'est fait soit une touche, soit qu'il avait trop bousculé les autres, alors il prenait le ballon, il tapait, il envoyait le ballon dans la bourse. C'était mal le cas. Mais le père disait toujours, Paul Malekou, c'est un caractère très fort. C'était toujours comme ça. Pas crapule, mais caractère fort, un fort caractère. Ça, il disait ça. Et comme on savait que c'était un Échira, nous savions que les Échiras à cette époque-là étaient considérés comme les plus révolutionnaires du Gabon. Et c'est à cette école-là que nous avons été
à Donguila, puisque tous venaient faire leur stage à Donguila, les frères comme séminaristes. Et c'est là que nous avons aussi appris à parler un peu notre français de Donguila, comme on disait à l'époque. C'est grâce à eux. Donc merci Paul. Voilà. Merci pour... Bien. Il faut, avant que nous partions, que je vous présente Pierre Claver à Kendenge. C'est un cadet. C'est pour là, en l'accueillant, je disais qu'il était chez lui. C'est un cadet. Non, C'est un cadet. non. Même plus cadet que Michel Essongué. Parce que moi, je suis en 4e, toi qui es en 6e, je crois. Il était après nous. Bien après vous. Bien après vous. Un an après nous. Oui, voilà, tout à fait. Un cadet. Quant à Elvoa Kendenge, c'est la fille de mon frère. Nous sommes tous un peu du fait Navas. J'ai surtout connu son grand-père qui épousait ma tante. Une des premières femmes exploitant forestiers installées au Pénaval, à Congo. Ouais. Alors, comme la femme du préfet à Kendenge était ma petite fille, donc considérée comme ma femme, je blaguais avec lui, je dis, tu sais, il faut me donner la dot. C'est quoi le premier mari? Et il dit, mais prends les lacs, prends tout, y compris les macarons du Pénabat. Le macaron le plus gras du Gabon, plus grand que le macaron de l'Ogooué. Voilà. Bien. J'aurais pu présenter Bernardin. C'est à Kagassel, un de mes bras droits. Et on a un grand témoin qui peut témoigner là, quand nous avons créé l'aviation civile gabonaise. Voilà. Après leur passage, au secrétariat général de l'aviation civile, c'est le ministre Maïla. Voilà. Bon, il y a une confusion au sujet de Ulrich, Melek ou Melek. Le père de Ulrich et moi, nous sommes des frères. Son père est né de la femme, moi je suis né du père. Sa grand-mère et mon père, même père, qui portait les noms que je porte là. Donc, d'où la continuation du nom de Malekou dans le cadre de sa famille. Voilà. Et c'est un des premiers qui nous a écoutés quand on lui a dit ne va pas dans cette histoire de candidature et compagnie. C'est le premier. On l'a reçu ici. C'est le premier. Bon, les autres nous ont pris par le mépris. Ok. On leur souhaite bon vent, comme on dit chez nous dans l'aviation civile. Oui. Oui. Vous pouvez présenter M. Révangue. Ah, M. Révangue n'a pas... M. Révangue n'a pas été présenté. Non. Vraiment, il n'a pas été présenté. Si vous voulez que je le présente par rapport à moi, oui. Quelques mots. Et j'ai le parole de moi. Hein. Je n'ai rien à te pardonner. M. Révangue était agent spécial. Après, le commandant, c'est lui. À Ndende,
il rencontre une superbe femme qui vivait avec un Portugais. C'est bandé. Après, elle a... Voilà. Et depuis lors, Je suis un citoyen lambda, comme on dit. voilà. C'est un des derniers dinosaures, des grands fonctionnaires gabonais. Et je vais le présenter par rapport à la dame. Je connais tous les titres de la. Il connaît l'administration, la comédie comme nous sur le plan de l'intérieur. Il a été le premier directeur du ministère de l'Intérieur. Quand on faisait encore l'administration, pas la politique. Oui. Ah, Pierre Claver. Ouais. Moi, Oui, moi. Missam, Moi, Body King. elle est Kenge, hein? Oui. Bon, moi, j'ai écrit une chanson qui dit le Gabon libéré, Dieu est bon, il a libéré la liberté. Parce que avant que les choses ne se passent sur terre, elles sont d'abord actées Là-haut. là-haut. C'est tout ce que je voulais dire. Nous l'avons chanté à Rio. Et à Wengé. Il a eu l'honneur de nous rendre visite, de nous accompagner dans ce que je pourrais appeler notre lutte pour la dignité et l'honneur du Gabon. Merci, moi. Voilà. Oui, Monsieur le Président, je voulais seulement ajouter que vous avez oublié de dire que nous travaillons ensemble. Nous travaillons ensemble parce que nous avons un objectif à atteindre. Notre objectif, c'est quoi? C'est faire en sorte qu'il n'y ait pas d'élection. Nous sommes opposés à tous ceux qui participent aux élections pour la simple raison que les élections ne sont pas préparées. Il y a trop de désordre, ça laisse présager des tueries et nous voulons que tous les Gabonais, qui sont des vrais Gabonais, refusent d'aller aux élections. Parce que les élections, c'est quoi? C'est l'arme avec laquelle la France nous tient. Hein? Nous tient en laisse. C'est aux élections truquées que la France manipule tous les Africains pour s'imposer à travers ces Africains. Et nous avons une opportunité en ce moment. La déclaration du président le 3 avril, s'il y avait une armée nationale, on arrêtait la présidente de la Cour constitutionnelle, le président de l'Assemblée, le président du Sénat et toutes les institutions avec ces gens-là. Pourquoi? Parce que ils ont mal géré la maladie du président. On a nommé des gouvernements qui les a nommés puisqu'il était absent. La Cour constitutionnelle, les membres se sont reconduits qui les a nommés. C'est pour cela que nous disons que toutes les institutions, et on a voté même des lois, la modification de leur constitution, sans que ça, le Parlement et disons l'Assemblée et le Sénat ont adopté cette loi, qui l'a promulguée. Bon, si on a imité la signature du président de la République, il y a faux et usage de faux en écriture publique. Alors, comment nous allons nous soumettre à des institutions qui ont fait autant de dégâts dans le pays? Je me pose toujours la question parce que je ne vois pas un juriste chevronné essayer d'évoquer ce problème-là pour dire, mais le président, après 5 ans d'absence, alors que la Constitution prévoyait au maximum 90 jours. Après 5 ans, il vient revendiquer un poste de président. Je dis non. Je me révolte contre ça. Voilà un peu pourquoi je dis aux Gabonais, refusez d'aller aux élections, parce que les élections, une fois on les fait passer, nous devenons toujours esclaves parce que c'est la France qui va désigner le candidat, pas le candidat sorti des urnes. Donc pour mettre fin à cela, comme dit un proverbe des Zébi,
il faut, lorsque quelqu'un cherche à vous étrangler, il faut crier fort pour que un voisin vienne vous sauver. Donc, par ce fait seulement, moi j'ai dit qu'aujourd'hui les Gabonais peuvent dire à la France, à la communauté internationale, que nous ne pouvons pas nous soumettre à des institutions qui ont failli. Mettons la transition pour que les Gabonais se retrouvent ensemble. Il faudrait que tout le monde s'accorde pour qu'il y ait une transition et nous savons comment procéder pour que nous puissions remettre de l'ordre dans notre pays. Voilà un peu notre souci et je voulais l'exprimer ici parce que nous avons une équipe qui travaille avec nous et qui vont peut-être poser des actes, mais il faudrait que nous assumions. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci. Bien. Bien, merci à tous. À cette table. Oh, l'hymne. Oui. Ah oui, l'hymne. Moi, je croyais qu'on l'avait déjà fait. On cherche un volontaire qui a la belle voix. Moi, je connais que la Marseillaise. Nous allons aller tous à la fois. Vous allez aller à 3. 1, 2 et 3. Unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi, Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur, qui vibre nous soulève. C'est enfin notre sort vers la félicité. C'est enfin notre sort vers la félicité. Éblouissante et fière, le jour sublime monte, pourchassant à jamais l'injustice et la honte, qui monte encore, et calme nos alarmes, qui prône la vertu, et repousser les armes, unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi, Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur, qui vibre nous soulève. C'est enfin notre sort vers la félicité. C'est enfin notre sort vers la félicité. Juste pour remercier mon ancien ministre, le Gaston Maïga, qui s'est souvenu de son conseiller. Merci, monsieur le ministre. C'était rien, mon grand frère. Bien. Tu as récupéré ton bâton? Oui.